3. Bonjour, nous sommes en direct pour notre revue hebdomadaire de l'actualité avec Michael Modrikamen, président du Parti populaire. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire de cette vidéo, nous y répondrons avec beaucoup de plaisir. Michael Modrikamen, bonjour. Bonjour Nicolas, on est heureux de se retrouver, de retrouver les internautes. Je salue tous ceux qui sont en vacances avec des périodes de repos bien méritées pour eux. C'est peut-être l'occasion pour nous parce qu'il y a un peu plus de temps, d'approfondir certains sujets, notamment au niveau du Parti populaire et de répondre aux questions. Eh bien alors j'aimerais justement commencer, avant de parler de l'actualité, par faire le point sur le Parti populaire, sur les listes communales et aussi sur le projet. Alors, beaucoup de choses à dire pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, hein, les citoyens qui découvriraient. C'est quoi le PP finalement? Le PP, c'est un projet citoyen. Ce sont des gens, des hommes et des femmes ordinaires, et de la société civile, qui disent à un moment donné, ça suffit. Ça ne peut pas continuer comme ça au niveau des partis traditionnels qui sont en train de nous mener droit dans le mur. C'est pour ça que j'ai créé le Parti populaire, il y a à peu près maintenant 8-9 ans. Et nous sommes 8-9 ans plus tard, le parti a bien grandi. Aujourd'hui, 4000 membres. On est je pense, on a quelques dizaines de membres près, donc inscrivez-vous d'ailleurs. On devrait atteindre les 4000 membres cette semaine, je pense. Donc, à peu près 120-130 sections communales aujourd'hui. Et nous allons déposer vraisemblablement 120 listes, ce qui est à peu près le double de ce qu'on estimait il y a quelques mois. 120 listes communales et provinciales. C'est devenu une organisation, le Parti populaire, qu'il faut gérer. Alors, vous savez, il y a aussi des dizaines, voire 100-150 cadres aujourd'hui, nationaux, locaux. Parfois, j'entends, lorsqu'on déplace quelqu'un, qu'on lui retire des responsabilités, mais pourquoi? C'est pas démocratique. D'abord, il y a des statuts à respecter, d'une part. Et puis, il y a tout simplement des gens qui ne sont pas à leur place. Comme dans toute structure, que ce soit une entreprise, une association, quelle qu'elle soit, il y a des gens qui parfois ne sont pas à leur place. J'entends parfois des critiques. Voilà, on cherche à avoir l'efficience, les gens les plus efficaces. Maintenant, c'est quoi le Parti populaire? Le Parti populaire, d'abord, c'est un parti qui a décidé d'abandonner toute langue de bois. Il faut dire les choses. Donc, nous rejetons tout politiquement correct. Sans extrémisme, mais sans mettre des circonvolutions, ne pas oser nommer les choses. Parce que si on ne nomme pas les choses, on ne peut pas trouver de solution au problème. Ça, c'est la première des choses. Donc, c'est pour ça que ça choque parfois les oreilles qui ont été habituées à ce qu'on n'ose pas nommer. Ah ben oui, la première des choses, on dit les choses telles qu'elles sont. Un. Et puis, avec une série d'axes politiques forts, que les autres partis traditionnels sont incapables d'assumer, ou ne veulent pas assumer. Tout d'abord, en matière d'immigration. En matière d'immigration, je répète d'ailleurs toujours, le Parti populaire n'étant rien raciste ou extrémiste, pour nous, tout le monde, qu'on soit jaune, noir, arabe, juif, athée et autres, sont les bienvenus au niveau du Parti populaire. Pour autant que l'on accepte les valeurs de notre mouvement. Alors, en matière d'immigration, c'est quoi? Nous disons que bon, il y a eu des excès en matière d'immigration et nous voulons stopper l'immigration, notamment au niveau des illégaux qui rentrent, parce que nous sommes un pays où il y a déjà un déficit public important, où on ne parvient plus à assumer les besoins de base de nos concitoyens, notamment les plus défavorisés, les plus précaires, les plus précarisés. Et donc nous pensons que voilà, on ne peut pas continuer à ouvrir grandes les frontières comme on l'a fait jusqu'à présent. Donc nous voulons fermer ces frontières. Il peut y avoir une immigration à la marche économique et autres, mais globalement, nous ne voulons pas ces flux de migrants, dont une bonne partie sont illégaux. Il y a ensuite des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes, à peu près 200 000, qui sont présents sur notre territoire, et nous pensons que ces gens qui auraient dû le quitter, qui ont reçu des ordres de quitter le territoire, qui sont des illégaux, et une bonne partie de ces gens doivent effectivement quitter le territoire. En Belgique, donc pour rappel, nous avons un taux d'exclusion de 16%. Donc c'est parmi les plus bas c'est-à-dire, dans les pays effectivement, européens. les ordres de quitter le territoire, c'est-à-dire les autorités ont décidé, il n'y a plus de recours possible, que quelqu'un doit quitter. Il y a à peine 16% des OQT qui sont exécutés, un des plus bas d'Europe, parce qu'il n'y a pas de volonté politique, simplement. Dans les autres pays, on n'est pas capable de le faire. Pourquoi ne serait-on pas capable de le faire? Non, on estime que finalement, ils peuvent rester, puis qu'un jour, on va les régulariser. Donc, avec nous, ça va changer. Nous sommes aussi intransigeants face à l'islam radical. Et donc, pour nous, les returnees, eh bien, ils n'ont plus rien à faire en Belgique, en tout cas ceux qui sont étrangers ou ont une double nationalité.
c'est une grande différence par rapport à tous les autres partis traditionnels. Les prêcheurs de haine, les imams et autres qui endoctrinent en brigade dehors pour des questions de sécurité publique. Et tous ceux qui, globalement, ont un message très fort, tous ceux qui ne partagent pas nos valeurs occidentales, dont les valeurs d'égalité entre les hommes et les femmes, bien nous disons que vous voulez la charia, vous voulez un pays charia compatible, Ils ont le choix. vous en avez des dizaines qui s'offrent à vous, allez faire votre vie là-bas. Et donc, il y a des gens qui n'ont rien à faire. Alors, par contre, les autres, à commencer par les musulmans qui vivent un islam paisible, personnel et autres, nous n'avons absolument aucun problème. À cet égard, pour être très clair, pour nous, un parti comme le nôtre, une agression comme celle qui a eu lieu contre cette jeune femme à Anderlu, voilée et autres, qui a été déshabillée, arrachée, scarifiée sur son corps, c'est tout bonnement inacceptable. Et les gens qui ont commis de tels faits doivent être poursuivis et punis. Il ne peut pas y avoir, je veux dire, autant nous combattons avec la loi l'islamisme radical, nous expulserons les radicaux également, mais quelqu'un qui vit paisiblement, même si elle porte un voile, je dis, et que nous sommes contre le port du voile de manière générale, mais en tout cas, il est inacceptable que quelqu'un soit agressé de cette manière. Ça doit être dit. Ouais. Bon. Ça, c'est un des grands axes. Deuxième grand axe, la sécurité. Nous voulons rétablir la sécurité parce que nous estimons qu'elle est en train de partir. Elle n'est plus assurée, c'est un droit fondamental. Les policiers sont en première ligne. La justice ne suit plus. Parce qu'elle est désorganisée, elle manque de moyens et parce qu'il y a une idéologie, depuis un certain temps, qui a mis l'accent sur la réhabilitation, les droits du coupable, du prévenu. Alors justement, j'ai reçu un message d'une madame qui nous suit et qui nous demandait si vraiment le Parti populaire prenait le parti des victimes ou en tout cas mettait l'accent. Et nous, on peut réécouter nos nombreuses interventions. Je pense, et je suis juriste comme vous savez, avocat, qu'en matière pénale, la victime a été depuis 30 ou 40 ans, 50 ans, la grande oubliée de notre système, qui a mis l'accent avant tout sur les droits de celui qui avait commis les faits ou qu'on accuse d'avoir commis les faits. Et donc, pour nous, c'est un renversement complet de paradigme qui doit avoir lieu. Mais pour ça, il faut une révolution des mentalités aussi au sein de la justice. Donc, les policiers font leur travail, ils sont courageux en première ligne. Pour l'instant, c'est surtout la justice au niveau des peines et puis de l'exécution des peines qui sont défaillantes. Troisième grand axe, c'est la remise en ordre du pays. La remise en ordre du pays parce que on a multiplié le rôle de l'État, les organismes et autres, les niveaux de pouvoir qui coûtent une fortune, et que les partis traditionnels sont incapables de remettre en ordre parce qu'ils y ont placé les copains des copains et autres. Et tous les partis en place sont incapables de faire ce travail. Et nous disons, il faut supprimer le Sénat, parce qu'il ne sert plus à rien, c'est 60 millions. Il faut supprimer les communautés, pour transmettre ça aux régions. Il faut supprimer les provinces en tant qu'institutions politiques. C'est aussi des centaines de millions d'économies. Pas les compétences provinciales, elles sont transférées aux régions avec le personnel, bien entendu, mais tout ce qui est politique coûte beaucoup d'argent. Il faut mettre un terme à toutes ces politiques de subsides aussi à des ASBL bidons, organismes bidons et autres. Ce sont des milliards d'euros à aller chercher. Et avec ces économies, on réaffecte une partie de ces ressources à des missions essentielles comme la justice, dont je parlais tout à l'heure. Il faut un plan de sauvetage de la justice et un changement des mentalités, je l'ai dit aussi, mais aussi un plan de sauvetage pour donner les moyens à la justice. Mais on fait aussi des économies qui vont permettre de réduire les impôts. Nous sommes parmi les États qui payons le plus, les citoyens qui payons le plus d'impôts dans le cadre de l'OCDE. Et cette réduction d'impôts va accroître, si je puis dire, le développement économique et donc permettre des emplois, des embauches et autres, notamment parce que les charges sociales et le coût du travail sera plus faible. Ça, c'est in a nutshell, comme on dit donc c'est un peu la fin des politiques de tax shift où on joue aux vases communicants. Nous ne voulons pas un tax shift, Nicolas, nous voulons un tax délit, nous voulons une vraie réduction des impôts et des charges. Et ça ne peut passer que par un amaigrissement de l'État, revenir aux compétences essentielles de l'État. Et pour ça, les autres, comme j'ai dit, où ils ont tellement de copains, de politiciens placés, ils sont incapables, ils n'ont pas la volonté de le faire. On a annoncé, quand il y a eu cette nouvelle coalition MR, CDH, qu'on a touché aux provinces, ça a été vite mis aux oubliettes, et c'est tellement compréhensible. C'est le frère de notre Premier ministre qui est député permanent
à la province du Brabant wallon. Donc ils ne toucheront pas. Et seul un parti comme le nôtre peut y toucher. Alors si vous regardez, je fais un peu de politique politicienne peut-être ici, mais c'est quoi aujourd'hui l'alternative? Soit voter pour les mêmes, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir depuis 30 ou 40, 50 ans, c'est-à-dire le PS et des partis qui veulent gouverner avec le PS, le LR, éventuellement le CDH, Écolo, hein, veulent gouverner avec ces partis, et où rien ne changera. Puis, on a vu la montée, c'est les médias qui ont fait monter Défi, hein, qui est un parti qui existe depuis 60 ou 70 ans, qui est dans le système depuis 60 ou 70 ans. Je veux dire, Monsieur Minguin cumule les fonctions de député, de bourgmestre, de président de parti, etc. Il est resté scotché au PS. Donc, c'est un autre parti centre gauche. On dit, il faut abandonner les politiques, mais on va prendre le même, avec les mêmes politiques, hein, à part que c'est un nom différent. Donc, Défi. Ou alors, une offre, c'est le PTB. Alors là, c'est l'aventure communiste qui achèvera la Wallonie, il faut le dire, achèvera la Wallonie économiquement, parce qu'avec leur politique de haute taxe, les entreprises et les gens qui ont, les entrepreneurs partiront. Donc c'est la pauvreté assurée pour la Wallonie. Rappelons qu'il y a 2 semaines, le président du PTB vantait le modèle cubain Sur les ondes qui de la est une RTBF. dictature qui a, hein, sans être contredit par ses complices de la RTBF, une dictature qui a poussé des milliers de personnes, qui a tué des milliers de personnes et mis des dizaines de milliers en prison. Ça, c'est le modèle du PTB. Un autre modèle, c'est le Venezuela. Je rappelle, Venezuela, c'est un tiers, enfin, c'est les plus importantes réserves pétrolières au monde, le Venezuela. Les plus c'est pas l'Arabie Saoudite, c'est le Venezuela. Les plus importantes réserves pétrolières connues. Et pourtant, aujourd'hui, avec le socialisme à la Chavez, qui est un modèle du PTB, un tiers des Vénézuéliens meurent de faim aujourd'hui. Alors qu'on est assis sur les plus importantes réserves pétrolières au monde. Ça, c'est le modèle. Et donc, quand vous retirez les partis traditionnels, Défi, qui est, comme on l'a dit très justement, la voiture balai des partis traditionnels, mais hein, une ressucée de leur idéologie, et les extrémistes du PTB, il y a un parti citoyen qui revient avec le bon sens, avec une idée que le citoyen doit être nos citoyens d'abord, hein, ou d'abord nos citoyens, nous mettons d'abord comme priorité leur bien-être, leurs intérêts, pas ceux des partis, eh bien, il ne reste qu'une formation, c'est le Parti populaire. Ça, pour ceux qui nous entendent pour la première fois, j'ai envie de dire, allez voir, allez lire nos propositions, elles sont sur le site internet du parti, 70 propositions, ça fait une vingtaine de pages, lisez-les, c'est concret, c'est pragmatique, ça c'est la vision. Allez lire notre manifeste éventuellement, écoutez nos vidéos, partagez-les. J'ai envie de dire, on n'est pas les meilleurs, les plus forts, etc. On est un parti citoyen avec du bon sens, avec du réalisme, qui veut remettre l'Église au milieu du village, qui veut remettre le citoyen au centre des préoccupations. On ne vient pas avec des solutions miracles. Soyons très clairs. Nous venons avec des choses simples, nettes, claires, que les autres, qui pourraient être mises en œuvre par les autres, mais ils n'ont pas la volonté politique de changer. Et nous avons cette volonté politique, parce que nous avons les mains libres par rapport à tout ça. Eh bien, j'aimerais alors commencer quand même par parler de l'actualité, oui, notamment. Long, mais ça valait la peine, je pense. Oui, je pense que ça valait la peine aussi, mais notamment parler en fait de l'IVG. Donc là, pour le moment, les partis traditionnels sont justement en train d'en parler. Ouais. La majorité NVA, Open VLD, MR, CDNV va déposer un texte de loi là-dessus pour dépénaliser l'IVG. Alors, ils ne la dépénalisent pas tout à fait puisqu'ils la sortent du code pénal, oui, mais ils veulent garder en tout cas des sanctions. Alors, on va être très clair. D'abord, au niveau du Parti populaire, nous avons, comme nous, le citoyen d'abord, nos citoyens d'abord. Ça veut dire aussi que ce sont nos citoyens qui doivent décider des grandes questions éthiques. Des grandes questions et des grandes questions éthiques. Et donc, nous pensons que ce genre de texte, c'est pas au parti politique, c'est pas au groupe de pression, à la loge ou à l'Opus Dei en face de déterminer ce qu'un pays veut comme règle, c'est aux citoyens de déterminer. Par le biais de quoi? De la consultation populaire, du référendum. Nous pensons sur des grandes questions comme celle-là, éthiques, avortement, l'euthanasie, l'ouverture des frontières, c'est autre chose, mais c'est aussi une question finalement de société éthique. C'est pas à ces groupes politiques de prendre une décision, ce sont aux citoyens directement par le biais du référendum. Alors, en plus, nous avons évidemment, non seulement nos citoyens doivent décider, nous avons une opinion. Nous pensons que, comment dire, avorter est toujours un drame.
donc ça doit être encadré, que à partir d'un certain nombre de mois, en tout cas, un fœtus, c'est un être humain en devenir, et donc que avorter peut devenir supprimer une vie, même si elle n'est pas encore, car elle n'est pas encore née dans son utérus, mais en tout cas, c'est déjà un être humain en formation, et donc il faut des garanties très strictes et très sévères par rapport à cela. Je voudrais aussi rappeler que les Occidentaux ont un déficit de naissance, ce sont des dizaines de milliers d'êtres humains qui auraient pu naître, et qu'il y a tellement de familles aussi, tellement de familles en Belgique, qui attendent un enfant et qui ne peuvent pas en avoir, et que plutôt que d'encourager l'avortement, on pourrait très bien imaginer une politique alternative d'encouragement dès la naissance, d'adoption, par des familles qui souhaitent un enfant et qui n'en ont pas. Ce serait beaucoup moins traumatisant pour la femme, parce que c'est aussi, quoi qu'on en dise, un traumatisme terrible pour les femmes qui ont avorté. C'est-à-dire, ça laisse des traces. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, les citoyens doivent décider, et surtout, nous voulons maintenir très clairement des conditions restrictives au niveau de la loi. Alors aussi, la Fédération des entreprises de Belgique, qui est plutôt, je pense, timide sur ce sujet, mais qui s'est exprimée récemment à propos de la transition énergétique. Donc Frans Timmermans, le président du patronat belge, s'est dit très sceptique à propos de la sortie du nucléaire, qui d'ailleurs, il parle de la transition énergétique qui nuirait déjà à notre compétitivité, et apparemment ça pourrait empirer. Alors, il faut être très clair. D'abord, rappelons, on a des partis de gauche et même malheureusement un gouvernement qui nous disent officiellement, en 2025, les centrales nucléaires, c'est fini. Ça, c'est la loi. Et on va, soi-disant, construire des centrales gaz-vapeur pour y pallier. Rappelez que le nucléaire, aujourd'hui, fournit une énergie sûre, bon marché, et aujourd'hui assure entre 50 et 60% notre capacité énergétique. Plus de la moitié. Donc, énorme. Et on vient nous dire que dans 5 ans, on va pouvoir se passer de ça si de rien n'était. C'est évidemment faux. C'est évidemment faux parce que nous serons incapables de construire suffisamment de centrales gaz-vapeur. Ensuite, ces centrales gaz-vapeur vont produire du CO2. Alors, on nous dit qu'il faut réduire le CO2. C'est exactement le contraire qu'on est en train de faire. Et nous allons être dépendants des approvisionnements de gaz et autres, alors qu'avec le nucléaire, on est indépendant. Il y a beaucoup d'idéologies là derrière. Il y a Nollet relayé par Le Soir, qui devient de plus en plus le moniteur du parti écologiste, ou en tout cas de l'extrême gauche. On l'a encore vu ce matin. On ne sait pas qu'inventer pour attaquer le nucléaire. Ou on est en train de nous dire de démoniser les centrales nucléaires. Si on savait combien c'est pure folie belgo-belge, Nollet est un irresponsable. On l'a vu avec les certificats verts à l'époque, qui a fait exploser la facture. Ce sont des idéologues, mais qui n'ont aucune, aucun contact avec le réel. Avec le réel et avec les conséquences de leurs actes. Dans la plupart des pays européens, on est en train de construire des centrales avec le soutien des écologistes. Dans les pays nordiques, ils soutiennent la construction de nouvelles centrales, d'abord qui ont lieu partout en Europe et dans les pays d'Asie et autres, il n'y a qu'en Belgique, etc. Et en plus, les écolos se rendent compte que c'est effectivement non polluant, bon marché et sûr. Nos écolos, on a malheureusement les écolos les plus stupides au monde et qui sont relayés par une partie de la presse la plus stupide au monde, sans réel débat. Ça, c'est la réalité. Alors, non seulement ça met en cause notre approvisionnement, mais en plus, les conséquences économiques, ce coût de l'énergie qui explose, sont gigantesques. On peut répéter non seulement les entreprises qui ne viennent pas, celles qui sont grosses consommatrices d'énergie, et celles qui partent, et celles qui ne viennent pas. Je rappelle souvent l'exemple d'Andenne, où le bourgmestre m'avait confié un gros projet d'investissement de 300 millions d'euros, avec des milliers d'emplois à la clé à Andenne, une commune, région qu'elle a bien besoin, vu nos taux de chômage. Eh bien, l'entreprise allait s'installer dans un autre pays en raison du coût de l'énergie. C'est du concret. Monsieur Nollet et sa politique est responsable de dizaines de milliers de personnes au chômage. Il faut le lui dire, il faut que les gens en soient conscients. C'est un irresponsable. Et la politique qu'il a menée est irresponsable.
Les écolos belges sont des doux rêveurs qui devraient être là au Parlement et jamais avoir la moindre responsabilité. Que fait le MR là-dedans? Parce que c'est un parti qui est montré comme pro-business, justement, et favorable aux investissements. Alors d'abord, le MR est un parti pro-business. Hein. D'abord, c'est un parti centriste. Ils le revendiquent maintenant. Ils sont plus à droite, même plus au centre-droit. Sur leur site, il faut aller voir, c'est extraordinaire. C'est un parti du centre. Hein, voilà, l'extrême centre assumé. Et donc, pro-business peut-être dans les prises de position, mais en réalité, il y a encore une grande marche. On le voit, il y a plein de gens qui, au niveau du nucléaire, au sein du parti, sont très lucides, à commencer par M. Clarinval, un homme très lucide au nucléaire, il dit il faut. Et qu'est-ce que son président de parti, l'humaniste Chastel, lui a dit? Tout ôter, surtout. Pas de raison, pas de bon sens ici. On va rester dans ce moule idéologique imposé par les partis de gauche hein, et autres qui seraient à la écolo, qui sont anti-nucléaires. Donc c'est de l'irresponsabilité. Il y a bien des cas d'ailleurs où le MR s'est planté. Je pense notamment avec la réduction du taux de l'ISOC pour les PME wallonnes, où on a mis une condition à laquelle satisfont globalement les entreprises flamandes, c'est-à-dire 45 000 € de rémunération pour le gérant minimum, ce qui est le cas en Flandre, en moyenne, mais pas en Wallonie. Et donc, les entrepreneurs wallons n'obtiendront pas le bénéfice du taux réduit de l'ISOC. Grande erreur du MR, ils sont plantés, mais complètement sur ce coup-là. Donc, entre les grandes déclarations, les discours et puis la politique concrète, je veux dire, il y a souvent de la marche. Eh bien, nous avons déjà une question et j'en profite pour vous rappeler de poser toujours vos questions en commentaire de cette vidéo. Donc, Mike Abriel, bonjour. Auriez-vous un regard sur les attributions des logements sociaux parce que j'ai la vague impression que certaines personnes sont avantagées? Tout à fait. Alors, en général, ils le nient. Mais il y a une réalité dans la plupart des communes, et à certainement celles qui se sont déclarées communes accueillantes. Communes hospitalières. Hospitalières, pour être très précis. C'est le cas, par exemple, à Watermal, là, comme nous sommes ici, qui a voté clairement une résolution en disant les illégaux ont priorité pour les logements sociaux. Les illégaux. Et donc, il y a une politique qui ne porte pas son nom pratiquée pratiquement partout en Wallonie, où fondamentalement, les gens qui débarquent, qui n'ont effectivement rien, ils viennent d'Afrique, etc., ont priorité sur ceux qui sont payés les impôts ici, qui sont parfois sur des attentes depuis 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans, hein, pour, comment dire, avoir effectivement cette priorité. Il y a pire que ça, c'est qu'il y a des gens qui sont là depuis 15, 20 ans, 30 ans dans leur appartement, qui est, aux yeux de la direction de logements sociaux, devenu trop grand, parce qu'il y a 2 chambres ou 3 chambres, et on met des personnes âgées dehors, de leur logement qu'ils occupent depuis toujours, pour faire entrer, si je puis dire, ou pour donner un logement à des personnes qui viennent débarquer. Ils nous disent, ça ne va pas, ça ne va pas. Il ne peut pas y avoir de discrimination comme cela contre les citoyens de ce pays qui payent leurs impôts. Je veux dire, pour donner priorité à des gens qui sont arrivés la veille et qui vont être mieux logés que des gens qui sont ici depuis 20 ou 30 ans. Ça ne va pas, c'est inacceptable. Et le Parti populaire, une fois au pouvoir, imposera clairement un respect strict, cette fois-ci de l'égalité. Pas question de passe-droit et autres. Des gens peuvent arriver ici, mais pas question qu'ils se voient conférer de tels privilèges. Ça ne va pas. Et ça révolte les gens à juste titre, Nicolas. Qui ne serait pas révolté là-dessus face à cela? Il y a aussi peut-être la question là-dedans, parce qu'on parle ici des illégaux, mais peut-être aussi du clientélisme politique. Alors, non seulement, et c'est quelque chose que je veux dénoncer, c'est comme ça que le PS, avec l'argent public, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un clientélisme depuis 40 ou 50 ans, où ils distribuent les logements sociaux aussi à ceux qui votent PS, hein, ou à ceux qui sont dans la mouvance, d'une part, ou les emplois communaux, les emplois publics. Donc il y a un vrai clientélisme, on a acheté les votes depuis 30 ou 40 ans, ça ne va pas en violation de la loi. Et je voudrais dire, on a eu des remontées au sein du parti que certains de nos candidats dans les communes rouges, qui avaient un logement social ou qui bénéficiaient d'une aide sociale, ont reçu le message que s'ils étaient sur les listes du Parti populaire, eh bien, ils perdraient ces avantages. Alors, c'est évidemment honteux, c'est évidemment totalement illégal, c'est pénalement sanctionnable, une telle attitude de la part des mandataires PS qui ont fait de telles choses, et nous les poursuivrons, je vous le dis très clairement, mais ça montre le système quasi mafieux
clientélistes quasi mafieux, mis en place par le PS depuis 30 ou 40 ou 50 ans, et auquel il faut mettre un terme. Et je veux dire, et c'est normal, ils sont depuis 30 ou 40 ans, et ils croient que le pouvoir, il est de droit divin, et qu'ils peuvent en user et en abuser. Et tant qu'on n'aura pas mis à la porte ces parvenus aujourd'hui, avec un grand coup de pied au derrière, rien ne changera en Wallonie. Et je dis aux Wallons, regardez l'état de vos villes, de vos communes, regardez l'état de la Wallonie après 40 ans de gestion socialiste. On est parmi les régions les plus arriérées d'Europe aujourd'hui, au niveau de l'Europe occidentale. La Flandre est à 120% du PIB par habitant, la Wallonie à 86% de la moyenne européenne. 30 points d'écart. 30 points d'écart. Regardez l'état des villes, des communes, les commerces abandonnés. Regardez le manque d'argent. Regardez l'état des routes aujourd'hui. Regardez l'état de la justice. Regardez l'état de l'enseignement. Ça, nous le devons à 40 ans de socialisme. Il est temps de changer. Je dis Wallon, il est temps de changer, de reprendre les choses en main. C'est maintenant. Et le Parti populaire, nous ne sommes pas parfaits, je le dis toujours. Ce sera difficile. Il n'y a pas de solution miracle. Mais il faut se mettre à travailler et nous offrons une perspective d'avenir, de remettre la Wallonie, de remettre Bruxelles sur les rails du développement, sur les rails de l'espoir, sur les rails de la remise en ordre, sur les rails de la justice, de la sécurité, d'un enseignement de qualité, d'être compétitif par rapport au reste du monde, en compétition avec nous. Ça, c'est notre volonté au niveau du Parti populaire. Et la Wallonie, sous la coupe du PS et des partis traditionnels, ne sera pas capable de faire les changements qui s'imposent. Eh bien, nous avons déjà dépassé notre limite de temps et je pense que nous pouvons finir sur ces bonnes paroles, sauf s'il y a un mot à rajouter. Non, ce n'est rajouter que les listes sont en train d'être approuvées, mais il y a encore des places. Si vous avez envie de faire bouger les choses, je dis, il y a un parti avec des milliers de personnes, mais composé de milliers de personnes, mais ce sont des citoyens qui un jour ont dit ça suffit aussi, je m'engage. Il y a encore des places pour les communales, il y a encore des places très peu pour les provinciales, mais pour les communales, des hommes, des femmes. On a besoin de femmes. On a besoin, mobilisez-vous parce qu'il y a la parité, il y a plus d'hommes que de femmes qui s'engagent. On a besoin aussi de femmes. En disant que rien ne changera si vous vous engagez pas comme militer. Alors, ça peut être sur les listes, mais aussi venir militer, aider à donner des tracts, partager cette vidéo, partager nos propositions, partager les articles du peuple. C'est comme ça. Je veux dire, le changement ne viendra que comme cela. Alors, nous sommes boycottés pour l'instant encore par la RTBF RTL, mais même en étant boycottés, on est à 7-8%, voire 10% sur nos sondages. Donc, c'est en train de bouger très très fort. Hein. Il y a une force qui est en train de se mettre en marche. Ça ne dépend que des citoyens de transformer ce mouvement qui est en train de monter en raz-de-marée pour renverser la table, bousculer toutes ces forces conservatrices qui sont en train de tirer la Wallonie vers le bas et justement, au contraire, relever les choses, relever ce pays et l'amener vers la prospérité, comme j'ai dit, vers la sécurité, vers un avenir pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. Eh bien, Michael Modric-Amel, merci. Merci Nicolas, nous nous retrouvons encore la semaine prochaine et puis Voilà. il y aura un petit break de quelques semaines peut-être. Voilà, et je remercie vous tous qui nous avez suivis en direct et je vous souhaite une belle fin de journée ensoleillée.